Ok, donc j'ai combien de temps en fait qui reste? On va Je- Entre 10 entre 10 et 15. Si tu le fais en 10, c'est parfait. Si tu le fais en 15, on je t'en vais voudra voir. pas parce que j'ai débordé. Je me suis pas préparé pour mesurer en même temps et on va voir si j'arrive. Je vais parler un peu de gestion du temps, ou peut-être que on va tester si j'applique ce que je dis à moi-même. Voilà, donc alors j'avais une commande un peu bizarre, enfin ça s'est fait un peu, ça s'est dit avant, ça s'est fait un peu comme ça, hop, 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 hop. Et donc les techniques qui fonctionnent. Alors je dis ouais, ok, ça roule, c'est super, je parlerai. Et en fait, je me suis dit, mais de quoi ils veulent que je parle? Donc je vais un peu parler de tout, mais de pas tout non plus, parce que j'ai que 10 minutes. Euh, qu'est-ce qui fonctionne chez les adultes? Alors, il y a toujours une question un peu compliquée, c'est la science, parce que les études, et la réalité pratique, hein. Donc, pour, euh, pour aller un peu droit au but, ce qui fonctionne, en fait, le seul traitement qui a vraiment, vraiment montré ses preuves chez l'adulte, c'est le traitement. Alors ça, je sais que c'est une phrase qui ne fait pas toujours plaisir parce que on se dit ouais non mais bon hop, hop, mais en fait en vrai la seule chose qui marche vraiment c'est le traitement par psychostimulant chez l'adulte au point où dans les recommandations internationales, en France, il n'y a pas vraiment de recommandations, mais c'est le traitement en première intention chez l'adulte. Donc ça, c'est quelque chose qui est donné par la science. Après, ce que disent la plupart des professionnels qui s'occupent de personnes TDAH, elles s'accordent à penser qu'il y a une indispensable, mais on ne sait pas vraiment si ça marche, en fait, c'est la psychoéducation. Tout le monde est d'accord, il faut en faire, mais on ne sait pas comment et laquelle et tout ça. Et donc voilà, c'est un petit rappel pour vous donner un peu les données de la science. Après, la réalité est toujours un peu plus compliquée. Et en pratique, tout le monde ne veut pas de traitement, le traitement ne marche pas toujours, et voilà, voilà. Donc, j'avais pris le parti de ne pas parler plus de ça, de traitement, parce que bon, je pense tout le monde sait un peu de quoi il s'agit, mais évidemment, après, s'il y a des questions, je pourrais essayer d'y répondre. Juste pour parler quand même de cette nouvelle importante, c'est que la Ritaline LP a maintenant la MM chez l'adulte, mais en présence de symptômes pendant l'enfance, symptômes, hein, pas de diagnostic, donc ce qui est quand même une grande nouveauté. Donc, euh, alors c'est l'ANSM, l'autorisation de sécurité des médicaments, qui a dit OK, c'est bon, il y a la MM, maintenant ça passe dans les mains de l'HAS qui va dire OK, on va discuter de est-ce qu'on va le rembourser ou pas. Donc ça, c'est une autre étape, ça peut prendre plusieurs mois et je suis malheureusement assez convaincu que ce n'est pas encore fait, mais on a quand même réussi à faire un pas en avant pour le traitement. Euh, les autres choses que les médicaments, en fait, il y a plein de choses. Alors, il y a les thérapies cognitivo-comportementales, la remédiation cognitive, l'alimentation, les compléments alimentaires, le sport, la méditation, le coaching, le neurofeedback et tout plein d'autres trucs. Donc voilà, je vais très vite parce qu'on ne va pas pouvoir tout parler. Mais si on regarde tout ça, même les choses qui... Il n'y a pas grand-chose qui a vraiment prouvé son efficacité sur le plan scientifique. Les thérapies cognitivo-comportementales marchent, évidemment. Il y a plein d'études, mais la plupart ont été faites chez les patients qui étaient traités. Et pour la remédiation, ben, Olivier en a parlé un peu. Les autres choses, c'est vraiment des petits effets, si toutefois il y en a. Voilà. Euh, alors, le traitement, on va dire, OK, c'est super, ça marche, mais sur quoi ça fonctionne? En fait, le truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça ne fonctionne pas sur tout. Ça fonctionne surtout sur certains symptômes. La distractibilité, pour certains l'impulsivité, le trop plein de pensées, mais en fait, plein d'autres choses, bah, le traitement ne marche pas très bien. Et en fait, je me suis posé la question à l'envers, en fait, sur quoi le traitement par stimulant, même chez les gens chez qui le traitement marche, sur quels symptômes ça ne fonctionne pas, en fait, ou assez peu. Et en fait, il ne faut pas oublier que le TDAH, ce n'est pas un truc qu'on attrape comme je sais pas, le Covid ou autre chose. C'est un truc qu'on traîne depuis longtemps. Et quand on traîne un gros boulet, à la fin, on commence à avoir un peu tendinite, l'arthrose, le dos qui va de travers. Et en fait, c'est plein de choses et des habitudes qu'on prend qui ne seront certainement pas réglées par le traitement. Et ça, d'autant plus qu'on avance dans l'âge. Et donc, en fait, le traitement ne fonctionne pas si bien sur tout ce qui est procrastination, gestion du temps, organisation, la régulation émotionnelle. Et là-dessus, c'est important d'avoir des stratégies qui peuvent fonctionner. Alors, c'est toujours compliqué de les tester, de regarder si ça marche, parce que si on prend tout le monde ensemble et qu'on fait une étude, on a souvent beaucoup de variabilité et en fait, on se base beaucoup plus sur une expérience clinique. Et en gros, pour synthétiser, il va falloir essayer de trouver des techniques pour tout ce qui n'a pas été appris à cause du fait d'avoir un TDAH. Et c'est là-dessus, sur ce point-là, que je vais vous donner quelques idées comme ça que je recommande habituellement. Alors,
J'imagine qu'il y a quelques TDAH adultes qui écoutent. Alors, OK, j'ai du mal à m'organiser, qu'est-ce que je vais faire? Alors, la plupart des personnes, TDAH ou pas, diront, OK, j'ai trouvé, je vais faire une to-do list. Alors, je vais vous apprendre un truc. Alors ça, les to-do list ressemblent souvent à ça, et il ne faut surtout pas les utiliser, parce qu'il y a des terribles effets secondaires aux to-do list. Alors, on est en état un peu de complotisme avec les vaccins qui ont des terribles effets secondaires, mais les to-do list en ont aussi, et je vais vous les donner. Ils sont assez désastreux. Pourquoi c'est très dangereux une to-do list? Une to-do list est un excellent outil pour générer des distractions. En effet, dans une to-do list, on met toutes les choses qu'on doit faire. Plein de choses qui sont peut-être utiles à un moment, mais certainement pas par rapport à votre objectif le plus important. Et ça, c'est un point qu'il faut bien retenir, c'est que les to-do list, c'est plein de choses qu'on va faire peut-être. Si on est très motivé, on va faire sa to-do list, mais on va faire plein de choses qui ne sont pas importantes aujourd'hui, maintenant, cet après-midi. Hein. Donc, c'est un générateur de distraction. On peut être hyper efficace en étant en train de faire une distraction. Je commence à, tiens, il faut que j'écrive, j'ai un truc important à faire pour ma, voilà, j'ai besoin de, je sais pas, un truc, écrire un rapport, et tiens, je vais faire ma déclaration d'impôt. C'est vachement important de faire la déclaration d'impôt. Non, mais ce n'est pas le but là maintenant. Je vais être super efficace, mais en fait, grâce à ma to-do list, j'aurais évité de faire ce qui est important. Donc, les to-do list entraînent ce premier effet secondaire. Ensuite, les to-do list enlèvent tout le fun de la vie, en fait. Parce que quand je suis en train d'avoir ma to-do list, qui est sur un papier, ou bien sur mon tableau, ou bien dans ma tête, eh ben, je l'aurai avec moi quand je serai en train d'avoir mon moment spécial avec mon enfant ou d'aller faire un tour à vélo. Et voilà, j'aurai tout le temps ce truc qui me trotte dans la tête. Donc, c'est pas terrible d'enlever le fun de la vie, je pense. Ensuite, elle renforce l'idée que vous êtes le problème, ou que je suis le problème. En effet, une to-do list n'est jamais terminée. Enfin, on n'a jamais arrivé au bout. Je ne sais pas s'il y en a quelqu'un parmi vous, il y a une main levée là, Agnès, mais je ne pense pas que elle était déjà levée avant que je pose la question. Personne n'a réussi à un jour finir sa to-do list. Et du coup, ça renforce des pensées qui sont, OK, ben moi, j'y arrive pas, je suis quelqu'un de désorganisé, je suis quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, qui n'arrive pas au bout des choses. Alors, évidemment, il y a peut-être des problèmes, mais ça renforce cette idée, et du coup, ça a un effet assez destructeur sur l'estime de soi. Pour les personnes avec TDAH, elle est déjà pas toujours terrible, et on renforce ça. Et ensuite, cette estime de soi basse, ça annihile, c'est l'effet certainement le pire, c'est que ça annihile la motivation au changement. Donc les to-do list, je vous les déconseille fortement. Et je vais vous proposer autre chose. Alors, dans le chat, j'ai vu des trucs qui sortaient. Alors, déjà, je vous propose un petit outil, je pense que plein de gens le connaissent, mais peu de gens l'utilisent malheureusement, mais c'est savoir ce qui est important et ce qui est urgent. Et c'est toujours utile de prendre une seconde pour se poser cette question. Hein. C'est la distinction entre ce qui est important, ce qui a du sens, qui va dans le sens de mes valeurs, que je n'atteindrai pas aujourd'hui, mais c'est la direction que je veux prendre. Et ce qui est urgent, il faut que je fasse maintenant, hop, j'ai des deadlines, et voilà. Et donc, c'est important de faire la distinction. Et en gros, la seule chose à mettre, éventuellement, s'il y avait une to-do list à faire, ou une note à faire, ce serait ça, noter ce qui est important et qui est urgent. Éventuellement, on peut aussi planifier ce qui est un peu moins urgent. Mais à partir de... hop, je crois que j'ai mis dans le mauvais sens. Hein. Mais je me suis planté dans mon diaporama. Je ne peux pas le changer en temps réel, mais ce n'est pas grave, on va y arriver. Ce qui est important, là, le bleu et l'orange, vous l'inversez, excusez-moi, hein, je me suis planté, j'ai fait ça un peu vite. Hein. Ce qui est important et pas urgent, vous le planifiez, c'est la seule chose à mettre dans un agenda. Après, ce qui est... Hop, on le met là. Je sais pas, mon pointeur, vous ne le voyez pas, hein, je crois. Mais ce qui est urgent, mais pas important, faites-le faire par quelqu'un si possible. Et ensuite, le reste, il faut l'éliminer. Pourquoi c'est utile de faire ça? Parce qu'on va regarder ce qui est en vert. C'est ça qu'on va essayer par ça, on va commencer notre journée. On va le mettre dans un agenda et on va planifier du temps pour cela. Attention, l'urgence, ce n'est pas forcément le plaisir. Hein, il faut essayer de distinguer les choses. Et pour les adultes, les enfants, c'est très vrai aussi, mais pour les adultes, il faut apprendre à mieux gérer son temps et à mieux estimer le temps. Et c'est pour ça que quand on se fait un planning dans la journée, je propose de faire comme ça. Quand j'ai pris quelques tâches comme ça qui étaient peut-être importantes et urgentes,
Hein, donc, écrire un mail, lire le rapport de machin, finir le rangement de mon bureau. Ce qu'il faut faire absolument, dès qu'on se dit que je vais faire un truc, se pose la question toujours, combien de temps ça va me prendre? Se pose la question avant. Et utiliser un chronomètre. On a tous notre téléphone sous la main, on a le chronomètre intégré, on peut avoir des petites applications pour ça, et vous chronométrez. Comme ça, à force de se planter, on va apprendre à mieux estimer le temps. Hein, c'est une forme d'exposition à l'erreur de mesure. Et ça permet aussi, en faisant un agenda, de voir si notre journée ne fait pas 38 heures. Le time timer marche très bien pour les adultes. Hein, je vous conseille une petite application sur le téléphone pour l'avoir toujours avec vous. Il existe d'autres outils pour mesurer le temps. Là, je vous en montrerai un très technologique après. Il existe des trucs très techno qui s'appellent, par exemple, l'application Forest, qui est ça bloque le téléphone en plus, c'est vachement pratique. Ça évite que notre petit moment de planifier soit interrompu. On fait pousser des arbres. Alors, on peut aller un peu plus loin avec la méthode Pomodoro qui utilise justement cet objet high-tech. Je vous le montre après. Alors, on fait la même chose, on met quelques petites tâches qu'on a à faire dans la journée. Ce n'est pas une to-do list, c'est vraiment ce qui est important et ce qui est urgent. On a réfléchi avec notre petite matrice avant. Voilà. Et on utilise ce minuteur en forme de tomate, d'où le nom Pomodoro. Ça veut dire tomate en italien. C'est un Italien qui a inventé la technique, donc moi, je n'ai rien inventé. Une tomate, on prend 25 minutes. C'est... on peut prendre un peu moins si on a du mal, mais on choisit cette durée, ou on peut en l'ajuster, et on fait des petits ronds. Et pour chaque tâche, on met un nombre de ronds particulier qu'on met par groupe de 4. 4, ça fait un temps, on peut en mettre plus ou moins en fonction de ce qu'on arrive à faire, même si on est plus ou moins en difficulté avec l'attention. On en met quelques-uns pour chacun. Ça nous permet d'estimer le temps, ça permet de mesurer imaginer le temps qu'on aura besoin pour faire quelque chose. Et au fur et à mesure du temps, on utilise nos tomates, et on se fait des premières tomates, on colorie en rouge parce que c'est une tomate. On fait une pause de 5 minutes, une deuxième, une troisième, ensuite on continue. On peut faire une pause de 20 minutes. Je n'arrive pas à tout voir mon écran parce que j'ai les vidéos à côté, mais je ne sais plus ce qui se passe. Mais voilà, et on fait une pause de 20 minutes tous les 4 tomates pour avoir un. Et les pauses de 5 minutes, vous ne prenez pas votre smartphone, parce qu'une pause de 5 minutes va se transformer en pause d'une demi-heure. Mais ça peut être boire un verre d'eau, faire quelques étirements, par exemple. Et donc, cette méthode est assez efficace pour la procrastination. Mais je pense que peut-être que vous la connaissiez déjà, mais vraiment, je vous l'encourage. J'encourage à l'utiliser parce que c'est certainement celle qui marche le mieux, parce qu'elle aide aussi à cerner notre motivation. Voilà, je ne sais plus où j'en suis. Ensuite, la question j'ai encore une minute peut-être, il est très important d'identifier Une petite minute. Je vous donne un autre petit tip comme ça qui est peut-être utile de développer. L'intention. La seconde avant de faire un truc, c'est dire, OK, là je fais ce truc, mais pourquoi je veux le faire, et quelle est la valeur finalement à long terme, quel est l'objectif que cette intention vise, et combien de temps ça va me prendre, on reprend toujours les mêmes questions finalement, et quels sont les risques de distraction. Donc ça, c'est mon intention. Mon intention est de faire ça. On peut lui donner un petit nom. Petit nom, ça peut être simple, faire la vaisselle, ça peut être écrire ce paragraphe, passer ce coup de fil, enfin voilà. Donc c'est l'intention. Mon intention, hop, on met son petit nom. Alors ensuite, ce qui est souvent utile aussi, c'est ce qu'on appelle l'implémentation de l'intention, c'est-à-dire mon intention, elle me sert à quoi? Et c'est utile parfois de se faire cette petite phrase dans sa tête qui est si, alors, si je fais mon intention, alors ou ensuite je ferai ça. Ça peut être une récompense, ça peut être l'étape suivante. Et ça met notre esprit dans le mode ok, je vais aller dans le mouvement. Et c'est souvent très utile sur le plan de la motivation. Alors, les intentions, on peut utiliser le technique SMART. Je passe parce que j'ai plus le temps, mais vous trouverez ça partout sur Internet. Et voilà. Et les distractions, c'est vraiment cette petite technique de pleine conscience qu'il est utile d'avoir. C'est mettre un petit sous-titre quand il y a une distraction. Parce que souvent, on s'énerve. Ah, j'ai encore fait un truc. Ok, non, c'est une distraction. Et on se rappelle notre petite intention ou notre implémentation, si, alors. Un petit exercice mental comme un mantra. Voilà, j'ai envie de boire un café. Ok, c'est une distraction. Je reprends mon intention. Un mail, ding, c'est une distraction. Je prends conscience du fait d'avoir des distractions et je reprends mon intention. Ça peut être des choses très positives. Ah, super idée. C'est une distraction. Ok. Voilà, bon, j'ai fini. Voilà.
Donc, les principes généraux hein, pour les adultes avec TDAH, pour les enfants aussi, c'est les mêmes en fait. Le cerveau est un peu à la même fragilité. Avoir des temps d'arrêt, soulager les fonctions exécutives, tout ce qui est planification, avoir des choses extérieures qui nous rappellent, rendre explicite ce qui devrait être gardé en mémoire. Hein. Donc, ces petits tableaux. Et aussi, vraiment travailler sa motivation en ayant en tête pourquoi on fait ce qu'on doit faire. Voilà, j'aurais pu parler bien plus longtemps, mais je m'arrête là pour respecter le temps.